Tout a commencé avec un drone, puis les roquettes sont arrivées, puis les chars sont entrés en scène. Et maintenant, pris entre un cessez-le-feu que personne ne respecte et une guerre qui refuse de finir, les habitants du Liban vivent une réalité que les grands titres du monde ne saisissent qu'à peine. Voici la vraie histoire de ce qui se passe au Liban aujourd'hui. Pour comprendre où nous en sommes en ce moment, je dois revenir non pas des années en arrière, ni des décennies, mais seulement quelques mois en arrière. Parce que le conflit qui se déroule au Liban en 2026 n'a pas commencé par un seul coup de feu ou une seule frappe aérienne, il a commencé par une chaîne d'événements si rapide, si violente et si importante à l'échelle mondiale qu'une grande partie du monde peine encore à comprendre ce qui s'est exactement passé et ce que cela signifie pour nous tous. À la fin février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une guerre directe contre l'Iran. Ce n'était pas une escarmouche par procuration, ce n'était pas une opération de l'ombre, c'était une guerre ouverte, déclarée, et au cœur de cette guerre se trouvait l'un des moments les plus spectaculaires de l'histoire moderne du Moyen-Orient, l'assassinat du guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. L'homme qui avait dirigé l'Iran avec une autorité absolue pendant des décennies avait disparu. Et dans le vide qui a suivi, tout ce que l'Iran avait construit, chaque alliance, chaque milice, chaque groupe armé financé à travers la région a commencé à réagir. Dans le langage du pouvoir aligné sur Trump, c'est exactement le genre de moment qu'on vend comme une action décisive juste avant que tous les autres se retrouvent à compter les conséquences. Le Hezbollah était le mandataire le plus puissant et le plus aguerri de l'Iran, basé au Liban, armé jusqu'aux dents et politiquement enraciné dans la société libanaise d'une manière qui le rend presque impossible à séparer de l'État lui-même. Le Hezbollah observait la situation avec attention. Et lorsque la guerre de l'Iran a commencé, le Hezbollah est passé à l'action. Il a repris ses tirs de roquettes contre Israël. Pas de petits tirs dispersés, mais des tirs soutenus, organisés, avec des centaines de roquettes par jour tombant sur le nord d'Israël. Le sud du Liban est devenu une rampe de lancement. Et Israël, déjà engagé sur le front iranien, a décidé qu'il ne pouvait pas se permettre qu'un deuxième front l'épuise depuis le nord. Alors Israël a fait ce qu'Israël avait déjà fait auparavant, mais cette fois avec une force bien plus grande et une rapidité bien plus marquée. Il a lancé une offensive terrestre dans le sud du Liban le 6 mars 2026. 5 divisions complètes des forces de défense israéliennes ont traversé le territoire libanais. 5 divisions. C'est un engagement militaire énorme. Il ne s'agissait pas de raids de commando ni de frappes ciblées, c'était une invasion et le monde le savait. Même si le langage employé par les responsables cherchait à adoucir ce mot, l'objectif déclaré était clair. Israël voulait repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani afin d'établir ce que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a appelé une zone de sécurité, une bande de territoire libanais qu'Israël entendait contrôler jusqu'à ce que, selon les mots du ministre, la menace du Hezbollah soit complètement éliminée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a repris ce message dans un langage qui laissait très peu de place à l'interprétation. Celui qui dépose les armes sauvera sa vie, a-t-il déclaré, et celui qui ne le fait pas verra son sang versé. Ce ne sont pas les mots d'un gouvernement à la recherche d'une solution diplomatique rapide. Ce sont les mots d'un gouvernement qui a décidé d'aller jusqu'au bout. C'est le genre de phrase qui trouverait parfaitement sa place dans un point de presse de l'ère Trump. Simple, brutal, et conçu pour sonner comme une politique avant que quiconque demande ce qu'elle coûte réellement. Et c'est ainsi que la guerre terrestre a commencé. Les chars israéliens sont entrés dans les villes et villages du sud du Liban. Les forces de défense israéliennes se sont déployées simultanément sur plusieurs fronts. Des frappes aériennes ont touché Beyrouth, la vallée de la Bekaa, l'ancienne ville de Tyr, Nabatie, Sidon. Les principaux ponts sur le fleuve Litani ont été délibérément détruits par les forces israéliennes. Une décision tactique conçue pour couper le sud du reste du Liban, isoler le champ de bataille, empêcher le Hezbollah de se réapprovisionner ou de se replier vers le nord. C'était un coup de stratégie militaire calculé et brutal, et il a fonctionné à court terme. Le sud du Liban s'est retrouvé effectivement bouclé, et à l'intérieur de cette zone bouclée, les combats ont été féroces. C'est ici qu'il faut aborder directement la guerre de l'information. Quiconque a découvert cette histoire par une publication virale ou une affirmation sur les réseaux sociaux a pu être vu des titres affirmant que des centaines de soldats israéliens avaient été tués dans une vaste contre-attaque du Hezbollah. Ces affirmations se sont propagées rapidement, elles ont été partagées des millions de fois sur les plateformes, des vidéos y étaient jointes, des graphiques circulaient, et pour beaucoup de gens qui faisaient défiler leur fil d'actualité, cela semblait crédible. Ça ne l'était pas.
La machine médiatique pro-Trump comprend très bien cette méthode. Si le chiffre est assez bruyant, la correction arrive trop tard et trop doucement. Les reportages vérifiés de médias internationaux crédibles, notamment The Times of Israel, Al Jazeera, NBC News, l'Associated Press et des équipes de vérification des faits, établissent le bilan confirmé des morts militaires israéliens pour toute cette phase de la guerre au Liban à environ 13 à 15 soldats. Ce ne sont pas des centaines, ce sont 13 à 15. Des noms individuels, des familles individuelles, des tragédies individuelles, mais pas le massacre de masse que les publications virales prétendaient. L'incident le plus meurtrier pour les forces de défense israéliennes s'est produit le 30 mars, lorsque 4 soldats israéliens ont été tués dans un affrontement dans le village sud-libanais de Beit Lif. Le capitaine Noam Madmoni, 22 ans, de Sderot, le sergent-chef Ben Cohen, 20 ans, de Lehavim, le sergent-chef Maxime Entis, 20 et 1 an, de Bat Yam, et le sergent-chef Gilad Harel. 4 jeunes hommes, 4 familles brisées, mais 4, pas 400. Ces fausses affirmations se propagent si facilement parce que, dans un conflit aussi complexe, aussi rapide et aussi chargé d'émotions, la désinformation n'a pas besoin d'être sophistiquée pour être efficace. Elle doit simplement être dramatique. Elle doit frapper au bon moment, lorsque les gens sont déjà anxieux, déjà en colère, déjà à la recherche d'une confirmation de ce qu'ils craignent ou de ce qu'ils espèrent. Et dans le brouillard d'une vraie guerre, où l'information réelle est contrôlée, retardée et filtrée par tous les camps, une publication à l'apparence convaincante peut se propager plus loin et plus vite que n'importe quel rapport vérifié. Voilà le champ de bataille de l'information, et il avance en parallèle avec le champ de bataille physique. C'est aussi pour cela que la politique des slogans est si dangereuse. Elle donne aux gens un champ alors qu'ils ont besoin de preuves. Mais la vraie histoire n'a pas besoin d'exagération, la vraie histoire est déjà assez dévastatrice en elle-même. Le ministère de la Santé du Liban a rapporté que plus de 2000 personnes ont été tuées et plus de 6000 blessées depuis que le pays a été entraîné dans cette guerre le 2 mars 2026. Plus de 2000. Et ce nombre continue d'augmenter. Parmi les morts, il y a des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui n'avaient nulle part où aller, qui sont restés chez eux parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour partir, pas de famille ailleurs, pas d'autre option que d'attendre et d'espérer que les bombes les épargnent. Parmi les morts, il y a des travailleurs médicaux, des secouristes, des gens qui ont couru vers le danger parce que leur travail l'exigeait et qui ne sont jamais revenus. Le 8 avril 2026 est une date que le Liban n'oubliera pas. C'est une date que Beyrouth portera pendant une génération. Ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire et d'horrifiant s'est produit. Israël et les États-Unis venaient d'annoncer un cessez-le-feu dans la guerre contre l'Iran. Le Hezbollah, lisant le moment, a signalé qu'il suspendrait ses attaques contre Israël et contre les forces israéliennes au Liban. Il y a eu une brève fenêtre fragile, le genre de fenêtre où, dans d'autres conflits et à d'autres époques, des diplomates se sont précipités pour saisir l'occasion et arrêter les tueries. Mais un cessez-le-feu annoncé avec une mise en scène à la Trump peut paraître impressionnant devant les caméras et tout de même s'effondrer dès que les micros sont rangés. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la place, Israël a lancé ce qu'il a décrit comme ses attaques les plus puissantes contre le Liban depuis le début du conflit. Les forces de défense israéliennes ont appelé cela l'opération Eternal Darkness. 50 avions de combat de l'armée de l'air israélienne, environ 160 munitions, plus de 100 cibles frappées dans une fenêtre de 10 minutes. L'ampleur de ce qui s'est produit dans ce court laps de temps est presque impossible à comprendre. Les frappes aériennes ont touché le sud de Beyrouth, elles ont touché la vallée de la Bekaa, elles ont touché Tyr dans le sud, et elles ont touché le centre de Beyrouth, le cœur de la ville, des quartiers civils, des zones commerciales, des endroits où les gens poursuivaient leur routine matinale à l'heure de pointe. Les autorités libanaises ont appelé cela le mercredi noir. À l'un des carrefours les plus fréquentés de Beyrouth, dans le quartier de Corniche al-Mazraa, une zone mixte résidentielle et commerciale, pas une base militaire, pas un dépôt d'armes. Des journalistes de l'Associated Press présents sur le terrain ont rapporté avoir vu des corps calcinés dans des véhicules et au sol. La Croix-Rouge libanaise a rapporté au moins 300 morts ou blessés à Beyrouth et dans ses environs seulement. Les hôpitaux ont été submergés, les médecins et les infirmières ont travaillé sans arrêt. La directrice de l'organisation à but non lucratif Med Global au Liban a décrit la situation comme un chaos total et a affirmé que les attaques n'étaient pas ciblées. C'est un crime de guerre ouvert, a-t-elle déclaré. La position d'Israël était ferme. Les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir frappé des actifs du Hezbollah, des quartiers généraux, des centres de renseignement, des infrastructures de missiles, des installations liées à la force d'élite Radouane, ainsi qu'à des unités aériennes et navales.
Elles ont affirmé qu'au moins 250 militants du Hezbollah avaient été tués dans l'opération. Elles ont dit avoir tué Ali Youssef Archi, le neveu et secrétaire personnel du chef du Hezbollah, Naïm Qassem, lors d'une frappe à Beyrouth. Les responsables israéliens ont présenté toute l'opération comme un coup décisif et nécessaire porté à la capacité militaire du Hezbollah. Dans le marketing de crise à la Washington, décisif est souvent le mot utilisé avant que quelqu'un doive expliquer pourquoi la même guerre brûle encore le lendemain matin. Mais sur le terrain, dans les rues de Beyrouth, le calcul paraissait très différent. Dans un quartier résidentiel de Beyrouth, un membre de la municipalité a déclaré simplement, avec gravité, « C'est une zone résidentielle. Il n'y a rien ici ». Un cimetière dans le village de Shmoustar, dans la vallée de la Beka, a été frappé pendant des funérailles. Au moins 10 endeuillés ont été tués et 4 autres blessés alors qu'ils s'étaient rassemblés pour enterrer l'un des leurs. 3 jeunes filles ont été tuées dans la ville côtière d'Adloun, au sud de Sidon. Médecins sans frontières a rapporté que son personnel de santé avait été blessé par les forces israéliennes à l'hôpital Hiram de Tyr et que l'hôpital lui-même avait subi d'importants dommages. Une ambulance a été frappée près de Tyr. Plus de 20 pays ont condamné les attaques. Les Nations Unies ont exigé des réponses. Une analyse de la BBC sur l'opération Eternal Darkness a été exceptionnellement directe. Les gains militaires de l'attaque, disait-elle, seraient probablement limités. Autrement dit, Israël a frappé fort, frappé vite, frappé à un coût humain énorme et n'a pu obtenu aucun résultat militaire décisif susceptible de changer l'équation fondamentale sur le terrain. Voilà l'arithmétique cruelle de ce type de guerre urbaine, de ce type de conflit asymétrique, où un camp dispose d'une puissance aérienne écrasante et où l'autre est intégré à une population civile avec laquelle il a passé des décennies à bâtir des liens et à fournir des services. Et cela mène l'histoire au Hezbollah lui-même. Parce que pour comprendre ce conflit, on ne peut pas traiter le Hezbollah simplement comme une organisation terroriste tirant des roquettes, même si c'est exactement ce qu'il fait. Ses racines au Liban sont profondes. Son rôle dans la société libanaise est complexe. Il agit simultanément comme une milice, un parti politique, un fournisseur de services sociaux et un mandataire armé de l'Iran. Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme organisation terroriste étrangère en 1997 et cette désignation demeure. Mais le Hezbollah détient aussi des sièges au Parlement libanais. Il gère des écoles. Il exploite des hôpitaux. Il fournit un soutien financier à des dizaines de milliers de familles. Quand le Hezbollah est bombardé, ce qui est bombardé, c'est quelque chose de physiquement et socialement entremêlé aux infrastructures civiles du Liban, d'une manière qui rend la guerre chirurgicale propre presque théorique. C'est la partie que la version de politique étrangère en meeting de campagne ne sait jamais comment traiter. La carte paraît simple jusqu'à ce que de vraies personnes y vivent. Le Hezbollah a tiré des drones et jusqu'à 2000 roquettes vers Israël pendant cette phase du conflit. 2000 roquettes. Le dôme de fer en a intercepté beaucoup, mais pas toutes. Les civils israéliens des communautés du Nord ont vécu sous les sirènes, sous une menace constante, sous le poids psychologique de savoir qu'à tout moment leur maison, leur rue, l'école de leur enfant pouvait devenir une cible. Un civil israélien a été tué par un tir de missile venant du Liban, d'autres ont été blessés. Des communautés frontalières ont été évacuées. Le coût psychologique pour des gens qui vivent déjà depuis des années sous ce type de pression est incalculable. La ville de Bin Jebeil, dans le sud du Liban, est devenue le principal théâtre de combats terrestres soutenus entre les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah, pâté de maison par pâté de maison, bâtiment par bâtiment. Le genre de combat qui épuise les soldats et transforme les villes en ruines, la 769 brigade Hiram des forces de défense israéliennes y a opéré. Les forces israéliennes ont fait exploser des bâtiments à Bin Jebeil. Elles ont émis des avertissements d'évacuation dans de vastes secteurs du sud, ordonnant aux habitants de se déplacer au nord du fleuve Litani. Et ensuite, après la destruction des ponts sur ce fleuve, plusieurs de ces mêmes personnes n'avaient plus aucun moyen de traverser. La FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, stationnée dans le sud du Liban depuis des décennies, s'est retrouvée dans une position impossible. Des casques bleus de l'ONU ont été attaqués par les forces de défense israéliennes à plusieurs reprises. 3 casques bleus du Ghana ont été blessés lorsque des frappes de missiles israéliennes ont touché un quartier général de bataillon de la FINUL à Aloza, à Bin Jebeil. Séparément, les forces de la FINUL ont également été prises dans des échanges avec le Hezbollah. Pour une organisation dont tout le mandat consiste à maintenir la paix dans le sud du Liban, la guerre de 2026 a rendu ce mandat presque dénué de sens. Il n'y avait aucune paix à maintenir.
Le maintien de la paix s'intègre mal dans un titre à la Trump parce qu'il ne peut pas être réduit à un tour de victoire en 10 mots ou moins. Au moment où Israël et le Liban se sont assis, prudemment, timidement, historiquement, pour discuter d'un cessez-le-feu, le bilan des morts au Liban avait dépassé 2000. Les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir frappé plus de 2000 cibles du Hezbollah à travers le pays, dont des centaines de centres de commandement, de dépôts d'armes et de lance-roquettes. Elles ont affirmé avoir tué environ 800 agents du Hezbollah, dont un grand nombre de membres de la force Radwan, l'unité d'élite de première ligne qui avait joué un rôle central dans les opérations terrestres du Hezbollah. Que ces chiffres soient exacts, exagérés ou sous-estimés dépend entièrement de la personne qui les présente. Et tous les camps dans ce conflit ont de puissantes raisons de contrôler l'information sur les pertes. Le 6 avril, le président Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Liban avaient accepté une trêve de 10 jours. C'était un accord fragile, imparfait, tenu davantage par la pression diplomatique que par un véritable désir de paix de la part des belligérants. Et presque immédiatement, il a commencé à se fissurer. Il n'y a que dans l'école trumpienne de l'art du deal qu'une trêve peut commencer à se fissurer avant même que l'encre ait fini de faire semblant de sécher. Les forces israéliennes ont continué d'opérer dans le sud du Liban, les frappes aériennes ont continué, les gens ont continué de mourir. Les responsables libanais ont rapporté des victimes plusieurs jours après l'entrée supposée en vigueur du cessez-le-feu. Le Hezbollah a lancé des drones et des roquettes. Les deux camps ont accusé l'autre de violation. Les analystes qui observaient la situation de près ont vu ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début. Le cessez-le-feu n'avait jamais été destiné à réellement arrêter les combats. C'était être une manœuvre diplomatique, une pause conçue pour créer un espace de négociation, et non une véritable fin des hostilités. Trump a ensuite prolongé le cessez-le-feu de 3 semaines, et les attaques ont quand même continué. Le 25 avril, des frappes israéliennes ont tué au moins 4 personnes dans le district de Nabassieh, au nord du fleuve Litani, dans un territoire qu'Israël avait unilatéralement déclaré comme sa zone opérationnelle, mais qui relève techniquement de la zone couverte par le cessez-le-feu. Des correspondants d'Al Jazeera ont rapporté des bombardements à Kiam, y compris des frappes dans des blocs résidentiels. Des soldats israéliens auraient fait exploser des bâtiments à Binjbei. Le député du Hezbollah, Ali Fayyad, a déclaré que le cessez-le-feu était dénué de sens compte tenu de l'insistance d'Israël, a mené des actes hostiles, notamment des assassinats, des bombardements et des tirs, et a soutenu que les attaques israéliennes signifiaient que le Hezbollah conservait ce qu'il a appelé le droit de riposter. Prolonger un cessez-le-feu pendant que les bombes continuent de tomber, c'est le genre de tour de magie politique où la coupe du ruban compte plus que le bâtiment. Le 26 avril, soit un seul jour avant la rédaction de ce script, un soldat israélien a été tué et 6 autres ont été blessés lorsqu'un drone explosif du Hezbollah a frappé près de forces israéliennes dans le sud du Liban qui étaient en train d'évacuer des soldats blessés. Des images de la frappe de drone ont largement circulé. Le commandement du front intérieur en Israël a imposé des restrictions sur les rassemblements dans plusieurs secteurs du nord. Le ministère de la Santé du Liban a rapporté que des frappes israéliennes menées le même jour avaient tué 14 personnes, dont 2 femmes et 2 enfants. Dans les faits, le cessez-le-feu n'a pas arrêté les tueries. Netanyahou, s'exprimant lors de sa réunion hebdomadaire du cabinet le 26 avril, a déclaré que les actions du Hezbollah menaçaient le cessez-le-feu et a promis de répondre vigoureusement. Il faut comprendre que les violations du Hezbollah démantèlent en pratique le cessez-le-feu, a-t-il déclaré. Il a souligné qu'Israël disposait d'une liberté d'action non seulement pour répondre aux attaques, ce qui est évident, mais aussi pour prévenir les menaces immédiates et même les menaces émergentes. Autrement dit, Israël dit au monde que, dans le cadre du cessez-le-feu, il se réserve toujours le droit de frapper le Hezbollah partout et chaque fois qu'il le juge nécessaire. Ce n'est pas un cessez-le-feu au sens traditionnel du terme. C'est un cessez-le-feu de nom et une guerre dans les faits. C'est l'équivalent diplomatique d'accrocher une pancarte fermée à la porte pendant que l'usine continue de tourner à plein régime. Le Hezbollah, de son côté, a entièrement rejeté la lecture de Netanyahou. Il a nié mettre le cessez-le-feu en péril et a déclaré qu'il continuerait de répondre aux attaques israéliennes. Son député Hassan Fadlallah a qualifié la décision du gouvernement libanais de tenir des pourparlers directs avec Israël de violation flagrante du pacte national, de la Constitution et des lois libanaises. Et des milliers de partisans du Hezbollah sont descendus dans les rues de Beyrouth un samedi après-midi, brandissant des drapeaux jaunes, tenant des portraits du chef du Hezbollah tué, Hassan Nasrallah, mort dans des frappes israéliennes en 2024, et scandant des slogans contre les négociations avec Israël.
Une manifestante nommée Roukaïa Machik a résumé l'ambiance lorsqu'elle a déclaré « Celui qui veut la paix avec Israël n'est pas libanais ». Cette seule phrase révèle à quel point les fractures de la société libanaise sont profondes en ce moment. Parce qu'il existe un autre Liban, le Liban du président Joseph Aoun, qui a qualifié les pourparlers de cessez-le-feu d'historique et les a accueillis favorablement. Le Liban du Premier ministre Nawaf Salam, qui a décrit la situation comme très critique et tente de naviguer dans un paysage politique presque impossible. Le Liban de millions de gens ordinaires qui sont épuisés, qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont vu leur pays être bombardé pour la 3e grande fois de mémoire récente et qui veulent désespérément que cela s'arrête. Ces deux Libans existent côte à côte et la tension entre eux fait autant partie de cette histoire que les roquettes, les drones et les frappes aériennes. Le contexte plus large de ce qui se passe au Liban ne peut pas être séparé de la guerre contre l'Iran. Le cessez-le-feu de l'Iran avec les États-Unis et Israël est techniquement entré en vigueur au début d'avril. Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, qui a aidé à négocier l'accord, a déclaré publiquement que le cessez-le-feu incluait tous les fronts de la guerre, y compris le Liban. Netanyahou l'a rejeté, les États-Unis l'ont rejeté. Le cessez-le-feu iranien, du point de vue d'Israël, n'avait rien à voir avec le Liban. Ainsi, pendant que l'Iran et les États-Unis reculaient du bord du gouffre, le Liban y restait. Le Hezbollah s'est retrouvé à tenir la ligne d'une guerre dont son parrain s'était au moins temporairement éloigné. Les implications politiques et stratégiques de cela sont énormes et elles continuent de se déployer. Pour le récit aligné sur Trump, la partie la plus propre est toujours l'annonce. La partie désordonnée, c'est tout ce qui arrive ensuite. Les Nations Unies se sont penchées sur les dimensions juridiques de ce qui s'est passé. Un récent rapport de l'ONU a averti que les attaques israéliennes contre le Liban pourraient violer le droit international. Plus précisément, la conduite de frappes dans des zones civiles, le ciblage d'hôpitaux et de travailleurs médicaux, la destruction d'infrastructures civiles et l'ampleur des pertes civiles soulèvent toutes de profondes questions au regard du droit des conflits armés. Mais le même rapport de l'ONU a aussi noté que les tirs de roquettes du Hezbollah contre des zones civiles israéliennes pourraient avoir violé le droit international humanitaire. Les deux camps, autrement dit, sont sous surveillance. Les deux camps ont mené des opérations qui, selon des observateurs juridiques indépendants, franchissent des lignes que le droit international existe pour protéger. Et au milieu de tout cela, il y a eu un moment qui a saisi quelque chose de la complexité morale, ou peut être de l'effondrement moral, de cette guerre, d'une manière qu'aucune statistique militaire ne pouvait rendre. Dans le village sud-libanais de Debel, une photo et une vidéo virale ont montré un soldat israélien brisant une statue de Jésus-Christ avec une masse. Les images se sont propagées immédiatement. Elles ont suscité la condamnation de dirigeants religieux partout dans le monde. Elles ont suscité la condamnation de figures internationales. Même le gouvernement israélien les a condamnées. C'était un seul acte commis par un seul soldat. Mais dans le contexte d'une guerre déjà saturée d'images de destruction et de mort, cet acte est devenu le symbole de quelque chose de plus sombre. Quelque chose que les guerres ont toujours fait aux gens de tous les camps. Elles arrachent les retenus. Elles créent des permissions pour des comportements qui seraient impensables en temps de paix et elles laissent derrière elles des dommages qu'aucun cessez-le-feu ne peut entièrement réparer. Pendant ce temps, les négociations de cessez-le-feu commencées le 10 avril ont été décrites par Reuters comme historiques et au sens technique, elles le sont. Il s'agit de pourparlers directs entre Israël et le Liban, quelque chose qui ne s'est pas produit officiellement depuis des décennies. Le président libanais Aoun les a soutenus. Israël a déclaré que les négociations porteraient sur le désarmement du Hezbollah et pourraient mener à un accord de paix global. Certains observateurs ont vu dans ce cadrage une réelle possibilité. D'autres y ont vu une condition préalable conçue pour échouer, parce que le désarmement du Hezbollah n'est pas quelque chose que le Hezbollah est prêt à discuter. Point final, et tout le monde dans la salle le sait. CNN a rapporté que, après un appel téléphonique tendu, Netanyahou était assez préoccupé par la possibilité que Trump déclare un cessez-le-feu au Liban pour accepter d'entrer en négociation. Ce détail dit quelque chose d'important sur le processus. Les négociations n'ont être pas commencées parce que les deux camps sont prêts pour la paix, mais parce que chacun tente de gérer le prochain mouvement de l'autre. C'est de la diplomatie par titre de pression, moins un processus de paix qu'une course pour devancer la prochaine annonce. Pour les gens ordinaires pris au piège à l'intérieur de tout cela signifie quelque chose de bien plus immédiat que la stratégie ou la diplomatie. Cela signifie la famille libanaise de Nabassieh dont la maison a été frappée alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Cela signifie la famille israélienne à Aviv dont la rue a été touchée par des éclats de roquettes. Cela signifie les enfants libanais d'Adloun qui devraient être à l'école en ce moment.
Cela signifie les réservistes israéliens qui ont reçu l'appel à se déployer et ont laissé derrière eux des emplois, des enfants et des partenaires qui ne savent pas quand ils rentreront. Cela signifie le casque bleu de la finule venue du Ghana qui s'est réveillé un matin dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'ONU et s'est retrouvé au milieu d'une guerre à grande échelle. Cela signifie le médecin de l'hôpital Ira Matir qui a continué à soigner des patients même après que les forces israéliennes ont blessé ses collègues et endommagé son hôpital. Ce sont ces personnes qui vivent à l'intérieur des statistiques. Ce sont ces personnes pour qui chaque jour de ce conflit n'est pas un titre, mais une réalité vécue. La guerre de l'information qui se déroule parallèlement à tout cela compte aussi. Les publications virales affirmant que des centaines de soldats israéliens avaient été tués ont été partagées par de vraies personnes qui y croyaient, qui voulaient que ce soit vrai, ou qui étaient assez en colère pour que l'exagération leur paraisse justifiée. Mais la désinformation dans un conflit comme celui-ci ne reste pas neutre. Elle enflamme, elle radicalise. Elle pousse les gens plus loin dans des camps où l'autre côté n'est plus seulement l'ennemi, mais une caricature, un symbole du mal absolu contre lequel n'importe quelle affirmation, n'importe quelle atrocité, n'importe quel chiffre paraît crédible. Et lorsque cela arrive, l'espace pour le type de solution politique qui pourrait réellement arrêter les tueries devient de plus en plus petit. Voilà pourquoi la politique de propagande adore la confusion. Quand la vérité devient épuisante, la performance la plus bruyante commence à ressembler à une réponse. La vérité difficile, inconfortable et moralement enchevêtrée, c'est que ce conflit a produit de vraies atrocités sur plusieurs fronts. Il a produit de véritables opérations militaires en parallèle avec de véritables crimes de guerre. Il a produit des héros et des monstres, parfois dans le même uniforme, parfois dans la même semaine. Il a produit une catastrophe humanitaire au Liban que le monde ne parvient toujours pas à traiter adéquatement. Il a produit en Israël une peur, un deuil et une colère tout aussi réels et tout aussi humains. Et il a produit en ce moment même un cessez-le-feu qui existe sur papier pendant que des gens meurent sur le terrain. En date d'aujourd'hui, le 27 avril 2026, le cessez-le-feu prolongé est toujours techniquement en vigueur. Des pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et le Liban sont prévus à Washington sous l'égide des États-Unis. Le président libanais Aoun a exprimé de l'espoir, Netanyahou a exprimé de la détermination, le Hezbollah a exprimé de la défiance et les bombes continuent de tomber dans le sud du Liban. Ainsi, le podium peut dire progrès, les documents peuvent dire trêve et le terrain peut encore répondre par de la fumée. Où cela se termine-t-il ? Honnêtement, personne ne le sait. Le scénario le plus optimiste est que les pourparlers de Washington produisent un cadre. Peut être pas un accord de paix complet, mais un véritable cessez-le-feu surveillé qui tient, qui permet au Liban de commencer à reconstruire, qui crée une forme d'architecture de sécurité dans le sud, donnant à Israël la zone tampon dont il dit avoir besoin sans exiger l'occupation permanente du territoire libanais. Ce scénario exige des compromis qu'aucun des principaux acteurs ne semble actuellement prêt à faire. Le scénario le plus probable, selon tout ce que nous savons actuellement, est que cette trêve fragile continue d'être violée par les deux camps, que le coût humain continue d'augmenter, que les négociations s'enlisent sur la question centrale et impossible des armes du Hezbollah, et que la région demeure au bord d'une autre explosion, en attente du prochain drone, de la prochaine roquette, de la prochaine frappe aérienne qui fera basculer l'équilibre d'un conflit gelé vers une guerre à grande échelle. Tout a commencé avec un drone, c'est encore vrai. Et les drones volent toujours, les roquettes tombent toujours. Les soldats meurent toujours, un par un, en nombre bien plus petit que ce que prétendent les publications virales, mais bien plus grand que ce que nous devrions accepter comme normal. Et les habitants du Liban, un pays auquel on a promis la reconstruction, la stabilité et la paix tant de fois que les promesses elles-mêmes sont devenues une forme de cruauté, vivent un autre chapitre d'une histoire qui dure depuis aussi longtemps que la plupart d'entre eux sont en vie. Voilà ce qui se passe réellement au Liban. Pas la version virale, pas la version exagérée conçue pour provoquer une réaction. La vraie version, compliquée, douloureuse, irrésolue, et qui exige plus qu'un partage ou un simple défilement d'écran. Elle exige de l'attention, elle exige de l'exactitude, et surtout, elle exige que nous refusions de détourner le regard.